Mesdames, Messieurs, il est l'heure de la grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Tout d'abord, le sommaire. Catherine Katungu a présenté les progrès réalisés pour l'émergence de la culture congolaise. La patronne de la culture en RDC s'est réjouie de la place de choix qu'occupe son secteur dans le programme du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. En Ituri, un nouveau directeur est installé à la direction provinciale de la Commission nationale de la prévention routière. Il s'agit de Jonathan Djamba qui a pris ses fonctions quelques semaines après sa nomination. À Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala, a été ce vendredi 13 octobre au centre de santé de référence Canina pour lancer les travaux de construction d'une morgue. La cellule de communication de la commune va nous en parler dans ce journal. Mesdames, Messieurs, vous êtes les bienvenus. Ouvrons ce journal par le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a annoncé la mise en place d'un dispositif transitoire d'allègement des mesures de l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu. Dans la classe politique, les avis sont partagés. Pour Ignace Ndala, c'est un discours salutaire et il y a lieu de faire bénéficier à chaque Congolais ses droits. Gustave Moulongoy pense qu'il faut laisser le temps au temps pour permettre à la population de regagner son milieu de vie. Suivez-les dans cet extrait choisi par Oscar Kalambay. Avec les efforts d'engagement pour la pacification, il fallait relaxer, passez-moi l'expression, pour petit à petit essayer de remettre, n'est-ce pas, ces deux provinces qui étaient pratiquement marginalisées par rapport aux autres sur le plan de l'activité politique, de la liberté ou les différentes libertés garanties par la Constitution. Ça valait bien la peine par rapport à la situation sécuritaire. Moi, j'encourage ce qui a été dit. Je pense qu'aujourd'hui, les militaires peuvent rester gérer des structures de commande, mais que les politiques, les civils puissent les accompagner. C'est faisable et l'armée va continuer à jouer son rôle. Donc les deux peuvent se combiner, il n'y a pas de crainte en respectant bien sûr la règle des jeux, la loi. L'état de siège, si vous pouvez lever les mesures, je pense, comme l'a dit le président, il ne faudrait pas y aller de manière précipitée. Il faudra qu'on soit rassuré effectivement que la paix est restaurée. C'est alors, progressivement, on pourra aussi procéder à la vie normale, à la vie que la population regagne peu à peu la partie qui est reconquise et que la vie redevienne normale. Je pense que le président devait encore attendre pendant un temps parce que la guerre n'est pas encore terminée comme telle. Il faudra qu'on suive ces gens-là jusqu'à leur dernier retranchement parce qu'ils sont sur le territoire congolais. Ce qui veut dire qu'un de ces 4 matins, ils peuvent encore revenir. J'estime par conséquent qu'il faudra encore donner le temps au temps en attendant que la population de ces coins puisse regagner son milieu naturel. Toujours de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, les affrontements opposent ces jours sur plusieurs fronts le mouvement d'autodéfense populaire Wazalendo au M23 dans la province du Nord Kivu. Sur le terrain, ces patriotes, comme l'indique le nom Wazalendo, ont pu reconquérir certaines zones qu'occupait le M23. Que craindre de ce mouvement dans l'avenir? Réaction des analystes des questions d'actualité dans ce récit de Linda Kalinga et Emmanuel Katende. Les exploits dont fait preuve le mouvement d'autodéfense populaire Wazalendo sur le champ de bataille contre le M23 sont certes un geste de bravoure à saluer, mais inspirent inquiétude selon Théo Mafo et Joël Ndonji. Celui qui est en charge de la défense, qui est en charge de la sécurité, c'est l'État congolais qui va assumer sa souveraineté, son autorité. L'État doit d'abord assumer cela. Parce que l'article 64 le permet. Mais quand ils viennent avec des armes, ça devient encore très compliqué. Et comme on ne collabore pas avec l'État et le militaire, rien n'empêche que les gens commencent à menacer le gouvernement. Les alliances se font à base d'intérêt. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, on ne sait pas qui est derrière eux. Et ne plus permettre à ce que quelqu'un qui vient comme ça et commence à conquérir les territoires sous la barbe de la grande armée que nous avons.
L'autoprise en charge est constitutionnelle. Mais si c'est un groupe d'autodéfense qui surge comme ça et qui commence déjà les activités, c'est bien parce que ça va mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Mais le danger, c'est que ce groupe-là est encadré par qui? Si ce groupe n'est pas encadré par le gouvernement, qui lui donne les armes, qui le sert à manger, qui lui donne les moyens logistiques? Faudrait-il apporter du soutien à ce mouvement qui opère parallèlement aux forces loyalistes, mais qui s'affirme par des résultats probants? Et quand un groupe naît comme ça et commence déjà à chasser d'autres groupes et conquérir d'autres espaces, ça prouve à suffisance que le gouvernement quelque part ne contrôle pas certaines situations. Plus dangereux même que le M23. Moi je crois que ça peut montrer aussi quelque part la faiblesse du gouvernement. Le gouvernement doit se saisir de la situation et voir dans quelle mesure encadrer ces groupes ou encore le mettre derrière que le gouvernement continue. Il faut que le gouvernement fasse attention. Le gouvernement doit peut-être voir comment les intégrer dans l'armée. Or, les intégrer dans l'armée, il peut y avoir des étrangers. Et la crainte en est que, en intégrant les M23, en intégrant l'autre mouvement CNDP, la conséquence, on a infiltré les ennemis et qui nous ont piégés. Les jeunes résistants Wazalendo ont multiplié plusieurs assauts et ont récupéré plusieurs localités qui jadis étaient occupées par le M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je voulais annoncer dans les titres, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Furaha, a présenté succinctement les progrès réalisés dans les actions entamées pour l'émergence de la culture congolaise. Elle s'est réjouie que le secteur de la culture reprenne sa place grâce notamment à l'implication et aux efforts sans faille du président Félix Antoine Tshisekedi qui a mis dans son programme la question de la culture au centre, porté par le chef du gouvernement à travers le 15e pilier dans les axes 61 et 62 du programme du gouvernement dans la promotion culturelle et artistique, et les infrastructures culturelles occupent une place prépondérante. Suivez. Et à ce niveau ici, nous devons noter cette ferme volonté du chef de l'État lorsqu'il convoque dans tous les prochains jours ici, il va convoquer un grand forum national sur la culture et certainement vous allez être informés du calendrier qui vous sera publié d'ici là. Il y a aussi la question de la promotion des valeurs citoyennes et républicaines qui façonnent l'homme congolais à travers l'éthique nationale. Pour ces points du programme du gouvernement, nous, comme ministère de la Culture, avec nos différents services, nous sommes en train de monter des modules parce que nous devons organiser des conférences pédagogiques à l'intention du public et pour un changement de mentalité. Ça a commencé, si vous essayez un peu de suivre, il y a toute une structure qui se charge de la question de changement de mentalité et c'est pratiquement une action transversale parce que tous les ministères pratiquement ont ça comme obligation de contribuer à l'éthique nationale lorsque nous avons la charge de mettre en place une direction de l'éthique nationale. Et le préalable ont commencé et certainement avec le temps, nous allons poursuivre et renforcer les actions qui ont commencé à ce niveau-là. Alors, pour toujours cette question du programme du gouvernement, il y a la valorisation des lieux de mémoire. Et à ce niveau ici, nous avons eu, et tout le monde l'a suivi, nous avons eu à déclarer le site de Sianfumu, Sianfumu c'est à Moanda, au Congo central, comme reconnu comme le premier site des esclaves. Et il y a le projet d'ailleurs d'érection d'un mémorial de Papa Simo Kimbangu. Et il y a les programmes de fouilles archéologiques qui ont été menés à Kassongo, à Kabambare, à Nyangwe. Et tout ceci, c'est envie de documenter un classement au patrimoine mondial. Et un nouveau directeur est installé à la direction provinciale de la Commission nationale de la prévention routière CNPR Ituri. C'est Jonathan Djamba qui a pris ses fonctions quelques semaines après sa nomination à ce poste par le ministre national de Trascom dans le souci de redynamiser ce service dans cette province. Marcus Jean-Loïca, notre correspondant sur place, nous en parle. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous vous installons officiellement et vous souhaitons effectuer mandat. Jonathan Djamba est désormais le directeur provincial de la Commission nationale de la prévention routière CNPR Ituri.
Il a été installé ce jeudi à ses postes après sa nomination par le ministre des tutelles. Jeune, mais aussi ambitieux, Jonathan Djamba se fixe plusieurs objectifs en vue de la redynamisation de ses services techniques de l'État à Ituri. Je crois que les défis sont là. Il y a les rémunérations des agents, les prix. Nous avons des marquages de routes. Il y a des panneaux qui sont encore en insuffisance dans la ville de Boune. Il y a les marquages qui se pointent déjà pour être effacés. Tout ça, nous devons renforcer ça pourvu que nous puissions protéger les vies humaines à travers la circulation et diminuer sensiblement les accidents qui sont causés au cours de la route. À l'absence du directeur provincial SOCTA, le chef du bureau de la CNPR Ituri encourage les nouveaux à travailler pour l'intérêt de la nation. Nous félicitons et encourageons le travail abattu par le directeur SOCTA et souhaitons fructueux mandat au directeur Atra. Nous invitons les agents et cadres de la CNPR Ituri à l'unité, à l'amour, à la collaboration, surtout à une prestation responsable dans leurs fonctions. Signalons que Jonathan Djamba remplace à ses postes Claude Ndjalengo, qui a dirigé ses services techniques de l'État pendant 5 ans. Quittons la province de l'Ituri pour la province du Kasaï central. Bientôt, la ville de Kananga bénéficiera de 12 écoles préfabriquées au standard international à l'instar de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Une délégation du comité de suivi des travaux de construction de 300 écoles préfabriquées en RDC a évalué le site à Kananga pour cette fin. Ceci s'inscrit dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. Notre correspondant sur place, Soleil Toumba Moufika, nous signe ce reportage. Au terme de cette ronde effectuée par cette forte délégation interministérielle de l'EPST et des ITPR sous la supervision de la province du Kassai central, représentée par Antoine Kanoulambi, ministre provincial de l'Intérieur, et Marie-Jeanne Toudimouanamunda, ministre provincial de l'Éducation, 10 sites ont été choisis pour la construction de 12 écoles préfabriquées qui seront disponibles à la quinzaine du mois de décembre. C'est un projet qui sera exécuté par la société Zeidecor qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires dans le cadre des travaux de construction de 300 écoles préfabriquées sur l'ensemble du pays. Marie-Jeanne Toudimouanamunda, ministre provincial de l'Éducation, a de vive voix remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de relever la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo, matérialisée au Kassai central par John Kabia Chikai, gouverneur de province. Il s'agit d'un don exceptionnel et inattendu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui nous a accordé 12 écoles préfabriquées qui seront exécutées et réalisées dans un délai de 2 mois. Ce don a été accordé dans toutes les provinces de la République, dont le Kassai central. Notre province chère a aussi bénéficié, n'a pas été laissée aux oubliettes. Donc, nous lui remercions de tout cœur. Nous sommes heureux de recevoir cette délégation et de faire la ronde avec. Il rentre satisfait, nous autres aussi. Il faut noter que la délégation venue de Kinshasa pour certifier les sites pour la construction de ces écoles préfabriquées est composée de 3 membres, dont le chef de division au bâtiment civil aux ITPR, le chef de division au bureau technique, ainsi que l'ingénieur de la société Zeidecor. En province, le maire de la ville de Kolwezi, Jacques Massengo Kindele, a été reçu en audience ce vendredi 13 octobre 2023 par le commissaire général du gouvernement en charge du tourisme, Joseph Chimwanga. Dans son cabinet, les échanges ont porté sur l'embellissement des grandes avenues et la gestion des attraits touristiques entre la ville et la province dans le cadre de la matérialisation de la vision de l'autorité provinciale sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Regardez. Je suis venu exactement répondre à l'appel de son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme dans la province du Lualaba, pour parler autour des questions en rapport avec la gestion des espaces verts dans la ville de Kolwezi, d'une part, et de l'autre, l'embellissement des avenues et des artères principales dans la ville de Kolwezi.
Et tout s'est bien passé, nous avons échangé et son Excellence a promis que dans les tout prochains jours, nous aurons une commission mixte, mairie d'écologie, commissariat général du tourisme, pour que nous puissions traiter et concrétiser les souhaits émis par son Excellence dans la vision de son Excellence Madame le gouverneur de la province du Lualaba, son Excellence Madame Fifi Matsuka Saïd. Dans la gestion des espaces, les dossiers du rond-point Kadogo, il fait partie. Et non seulement les dossiers de rond-point Kadogo et tous les autres espaces, notamment la place de la Poste et les autres espaces que vous connaissez, ont fait l'objet de nos discussions. Et d'ici là, nous allons inscrire certains projets dans le budget de la ville et dans le budget de la province pour qu'au mois de janvier, lorsqu'on va commencer à exécuter les différents budgets, les gens, la population va voir les débuts effectifs des travaux autour de ces espaces. Fidèle à sa mission à travers la municipalité de Dilala, Françoise Mangweji, bourgmestre de la commune de Dilala, a été ce vendredi 13 octobre au centre de santé de référence Kanina, dans le quartier qui porte le même nom. Sur place, la patronne de la commune a officiellement donné le go de travaux de construction d'une morgue, nous dit ici la cellule de communication de la commune de Dilala. Après s'être imprégné des difficultés que connaissent ses administrés de Kanina dans le secteur de la santé, la première citoyenne de la commune de Dilala a officiellement lancé les travaux de construction d'une morgue. Bien avancée là, la chef de l'exécutif communal a suivi les explications de l'entrepreneur commis aux travaux. Juste après, Françoise Mangweji a solennellement lancé les travaux sous les ovations de la population locale. Elle assure que la réalisation de ces projets était primordiale. Première pierre, tufanye morgue yetu ya Mkanina. Je suis venu pour la pose de la première pierre afin de lancer les débuts de travaux de construction de notre morgue de Kanina. Je sais que, par manque de morgue ici, vous étiez obligés de parcourir de longues distances afin de vous rendre soit à Mwangiji ou à Kapata. N'est-ce pas vrai? Mes frères et sœurs, sachez que Kanina c'est une grande cité, donc cette cité mérite d'avoir sa propre morgue. L'un des médecins du centre de santé Kanina salue le dynamisme incarné par Françoise Mangweji. La morgue à Kanina, c'est une joie, pas seulement pour nous, et aussi pour la population. C'est une population démunie où il faut beaucoup d'efforts pour amener quelqu'un, soit à Mwangiji, ailleurs, mais si c'est à côté, c'est un soulagement. Prévu pour une durée de 90 jours ouvrables, la morgue sera constituée des différents services, a indiqué le chef du chantier. Le projet consiste à construire une morgue qui aura au moins 5 pièces. Il y aura un local où il y aura deux frigos et la capacité de prendre au moins 6 corps. Il y aura une pièce qui fera office de bureau pour l'administrateur et des locaux pour la préparation de corps. Cette morgue va effectivement répondre aux attentes de la population locale. Le peuple d'abord se porte à merveille dans la commune de Dilala sous le leadership de la gouverneure Fifi Matsuka Saïd. L'avenue Muchacha de la cité Manika se revêt de sa plus belle robe. Près de 30 jours du délai contractuel imparti à l'entreprise Cermac SRL, le résultat sur le terrain est plus que positif. À ce jour, il a été question de la pose de la couche d'asphalte. Le bourgmestre Thierry Sambumba s'active chaque jour pour faire rayonner l'image de sa juridiction en s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en construisant les infrastructures de base. C'est un reportage de la cellule de communication de la commune de Manika. Lancé le 16 septembre dernier, le travaux de construction de l'avenue Muchacha de la commune de Manika que dirige Maître Thierry Sambumba évolue à pas de géant. Après le travaux de base, ce mercredi 11 octobre, l'heure était à la pose de la couche d'enrobé d'une dimension de 4 à 8 cm d'épaisseur, comme l'a indiqué le chef des chantiers de l'entreprise Cermac, commise à l'exécution de ce travaux. Les travaux de base consistaient à faire un décaissement. Il fallait enlever tout ce qu'il y avait comme... Cette route était vraiment considérée comme une poubelle. Il fallait d'abord commencer par enlever tout ce qu'il y avait comme ordure. On a fait un décaissement de 40 cm. Après ça, il fallait faire un reprofilage. Après le reprofilage, on a fait un apport en caillasse.
Après l'apport à caillasse, on a encore fait un reprofilage. Après, on a fait un apport en latérite. Après la latérite, on a stabilisé la latérite avec les ciments. On a attendu une période de 7 jours pour le curing time parce que pour permettre que la prise des ciments soit effective tout en mettant un peu de l'eau. C'est un peu ça. Après le curing time, nous sommes passés à l'étape de l'imprégnation. Comme vous voyez, on a imprégné la route. On a attendu encore 3 jours. Après 3 jours, maintenant, nous sommes maintenant à l'étape de la pose de l'enrobé. On est en train de faire l'enrobé, on met l'enrobé. C'est pratiquement la dernière étape pour l'élaboration d'une route. La population bénéficiaire n'est pas restée sous silence pour témoigner l'élan de développement impulsé par la gouverneure des provinces qui prend corps dans la commune de Manika, cher à l'homme de terrain, Maître Thierry Sambumba. Nous sommes très ravis, Val de route, Alphaté, tout ça, c'est bien. Et nous les félicitons d'abord. Courage. Il se souvient aussi pour nous les jeunes. Ce travaux lancé le mois passé, qui prennent forme déjà, sont financés entièrement par la commune de Manika, préoccupée à mettre les habitants dans des conditions viables. Autre chose dans l'actualité, ils étaient mobilisés comme un seul homme pour revendiquer leurs droits. Les agents de l'entreprise MSL, victimes de déguerpissement, sont montés au créneau dans la matinée du jeudi en barricadant la route principale qui mène vers le site de Menda, où ils exploitent sur le permis 467. Ces derniers sollicitent l'implication du président de la République pour une solution durable. Olivier Kavound pour les détails. Après 6 mois de suspension par la ministre congolaise des Mines, la réhabilitation de l'entreprise MSL, signée par cette même autorité, n'est toujours pas effective. Un groupe de Libanais occupe la concession d'une manière illégale, soutenu par un membre de la famille présidentielle, selon certaines sources. Chose qui a poussé les agents de MSL à débarricader l'entrée principale de cette concession. 3 mois. 3 mois, on a respecté. Après le temps, on a tout restitué le droit et tout, il y a Kutumika au central. Tous les documents au central, il n'y a pas de documents au central. Il y a Ismaël, tu sais qu'il dit à quoi Koutoné Chake, papier il y a quel Arfana Boss Mining au central. Il fait tout quoi, pas ni famille, mon aîné sana. Tu vas au chômage. Bon. MSL c'est pour cela que napenda justice ifashike, droit yetu irurie. Nous demandons au chef de l'État de s'impliquer, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, de s'impliquer personnellement pour que la justice soit faite. L'esprit du code minier veut que tout chargement d'un ou plusieurs camions soit conditionné par un document de la division des mines. Mais ici, plus de 500 camions sortent de cette concession par jour, curieusement sans la présence d'un inspecteur de la division des mines, ni non plus de documents officiels. Nous sommes surpris, nous avons vu certains individus s'identifiant au nom de la famille présidentielle. Ils sont venus avec les hommes armés FRDC, nous intimider, accompagnés avec leurs partenaires libanais. Ils n'ont pas de documents à brandir, puisque normalement, ils ont quelque chose, soi-disant, une coopérative minière. Selon les codes miniers, une coopérative ne peut pas œuvrer sur les sites qui a un droit minier, soit qu'on appelle les permis d'exploitation. Plus de 300 employés de cette entreprise qui travaillent sur le permis d'exploitation 467 reconnu par l'État congolais sont tous dehors. Selon les dires de ces agents, un membre de la famille présidentielle serait l'auteur de ce déguerpissement forcé de l'entreprise MSL qui détient tous les documents pour fonctionner. Et au village Kazembe, à une vingtaine de kilomètres de Kolwezi, dans le territoire de Muchacha, secteur Luilou, un accident s'est produit dans la nuit du mardi à ce mercredi sur la RN39. Un camion-citerne contenant du carburant s'est renversé et a pris feu, causant des dégâts énormes.
Plusieurs personnes qui ont tenté de se ravitailler en carburant ont été brûlées et d'autres sont mortes. Ayant appris plutôt cette mauvaise nouvelle, Betty Kiondo, chef du secteur Lulou et l'administrateur du territoire de Muchacha, étaient au chevet des victimes après une descente effectuée sur le lieu du drame. Dorsan et Pimouteb. Les dégâts sont énormes après l'accident causé par ce camion-citerne contenant du carburant qui s'est renversé au village Kazembe après avoir heurté plusieurs séparateurs. Les habitants qui voulaient s'y ravitailler en carburant en sont sortis victimes après que le camion ait pris feu. Des cas de brûlures au 3e degré et des décès sont enregistrés. Tôt le matin, Betty Kiondo Katoke, chef secteur Lulou, et l'administrateur du territoire de Muchacha étaient sur les lieux du drame avant d'être au chevet des blessés pour une assistance sociale et assurer aux victimes l'accompagnement de Madame Fifi Masuka. Ils étaient d'abord à l'hôpital général de référence Mwangeji où 15 cas ont été admis. Dr Fanny Malunga, gestionnaire de Mwangeji, fait un état des lieux. La nuit d'hier, nous avons reçu 15 victimes de l'incendie survenu lors de l'accident sur la route Kazembe. Nous avons perdu 2. 2 malades sont partis ce matin et il nous en reste 13. Parmi les 13, il y a 2 dames. Ce sont des brûlures au 3e degré pour la plupart. Pour le moment, nous essayons de stabiliser leur état général et de faire les pansements pour favoriser la cicatrisation rapide et le rétablissement de nos malades. Nous remercions le chef de secteur Lulou ainsi que l'administrateur du territoire de Muchacha pour leur sportivité. Ils ont aussitôt réagi et sont venus au chevet des malades pour voir leur état et apporter assistance à l'hôpital pour que la prise en charge soit meilleure. Peu après, ils prennent la direction de l'hôpital de référence de l'Alaba Mupanja qui a pris en charge à son tour 12 cas. Touchés par cette situation, Betty Kiondo Katoke n'a pas manqué de réconforter ses victimes, d'assurer leur prise en charge et d'implorer la main divine sur elles. On a reçu 12 cas, dont un est décédé 6 minutes après avoir arrivé à l'hôpital. On a administré les premiers soins, mais d'autres nécessitent d'être transférés là où il peut y avoir des soins intensifs. Cette visite des réconforts aux victimes et familles éprouvées était une occasion pour Madame Betty Kiondo Katoke de sensibiliser ses administrés à s'abstenir de tout cas incivique à chaque fois qu'il y a un accident. Et avant de finir, parlons de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action qui est en cours dans la province du Lualaba depuis le 25 septembre. C'est dans ce cadre que la rédaction de Mikuba s'est intéressée au bilan de la dite campagne à mi-parcours. Interrogé à ce sujet, le docteur Fabrice Capande, assistant technique au programme national de lutte contre le paludisme, rassure qu'à ce jour, la campagne a couvert les ménages concernés pour la première phase à 95%. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de votre grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Merci de votre attention soutenue. Surtout, restez sur nos antennes car les programmes continuent. Au revoir.